Merci de nous rejoindre pour ce premier congrès du télétravail ici à Lyon, au Centre des Congrès, et depuis chez vous en live streaming. Alors, la conférence qui nous occupe cet après-midi, il est 14 h, nous allons être ensemble pour 45 minutes. La question est la suivante: bureau et télétravail, du bien-être du collaborateur à l'optimisation des mètres carrés. Car pour de nombreuses entreprises, l'expérience intensive du télétravail et une probable généralisation pose deux questions: la présence du collaborateur au sein de l'entreprise avec l'aménagement du bureau et la nécessité pour l'entreprise d'optimiser son ratio coût-usage du mètre carré. Cette évolution oblige entreprises, promoteurs, investisseurs, foncières à s'interroger sur cette équation bien-être du collaborateur, performance économique et optimisation des surfaces à l'ère post-pandémie et présence accrue au télétravail. Pour évoquer ce sujet passionnant qui va nous permettre d'aborder bien d'autres thématiques, je suppose, Alexia de Bernardi, vous êtes à distance avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui. Bonjour Alexia, oui, vous êtes présidente de la Webox. C'est une start-up de RH digital qui a pour vocation de booster l'esprit d'équipe et l'engagement des salariés en entreprise. Est-ce que c'est juste? Oui, tout à fait. On anime surtout les communautés de managers dans ce sens-là. Des communautés, pardon? De managers. Alors, effectivement, on ne vous entend pas très bien. On va peut-être pouvoir faire quelque chose en technique. Est-ce qu'on peut se refaire un petit essai? On est en recherche et développement. Oui, donc je disais c'est mieux comme ça. Que c'est bon, voilà. C'est mieux donc comme la ça. Webox effectivement anime les communautés de managers Très bien. dans le but d'atteindre cet objectif. Parfait. Voilà. Que vous mettez donc en lien ces managers? Oui, tout à fait. Ouais. L'idée, c'est que donc, les managers échangent dans notre plateforme digitale. C'est une application d'intelligence collective pour les faire monter en compétences. C'est ce qu'on appelle les échanges entre pairs ou le peer learning. Chacun, en fait, partage sa bonne pratique, ses doutes, ses petites victoires. Voilà. Et on a condensé tout ça dans un livre, mais on va peut-être en reparler. Oui, chez Marabout, j'allais l'évoquer, les 130 règles d'or pour mieux collaborer à distance, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et petit clin d'œil à Benoît Serre. Voilà, qui a préfacé, je crois, vous connaissez tous les deux. Voilà, super. Tout à fait. Très bien. Donc, merci Benoît. Donc, ce livre, en fait, recense toutes les pratiques qui ont été partagées dans notre application La Webox par les managers pour justement favoriser la collaboration à distance et la collaboration hybride. Vous allez nous expliquer tout ça. On va le développer. Suzanne Rousseau, bonjour. Merci d'être là, à mes côtés. Directrice immobilier territorial chez Orange, la partie sud-est. Et vous êtes également représentante de l'ADI, l'association des directeurs immobiliers. Donc, vous portez leurs intérêts. Oui, bien sûr. Voilà, merci d'être là. Benoît Serre également. Bonjour. Bonjour, vous êtes vice-président national délégué des associations nationales des DRH et DRH de L'Oréal. France, L'Oréal France. Pour vous, le défi actuel, c'est de faire revenir les gens et d'instaurer de nouveaux modèles pour ne pas faire du télétravail une obligation. Est-ce que je dis vrai? Oui, vous dites vrai, oui. En fait, c'est amusant de voir comment ça s'est passé depuis 1 an et demi. Au début, le premier confinement, il y a eu un espèce d'effet de sidération. En fait. Donc les gens se sont mis dedans, mais en se disant que tout ça n'allait durer que 3 mois, donc ce n'était pas très grave. Bon, finalement, on sait que ça n'a pas duré que 3 mois. Donc la question maintenant que les protocoles se détendent, qu'on espère qu'on est en train d'en sortir via la vaccination, etc., les gens reviennent. Et à ce moment-là, on découvre quelque chose, c'est qu'on a beaucoup dit que les gens étaient intéressés par le télétravail parce que ça permettait de réduire les temps de transport, d'avoir une plus grande liberté de... Enfin, tout ça est vrai. Mais le vrai sujet, quand les gens reviennent, c'est qu'ils voudraient éviter... Et je les comprends, de retrouver le système comme avant. C'est ce que disait une enquête Opinionway il y a à peu près 3 semaines. Ils disaient que 74% des gens ne voulaient pas revenir au bureau comme avant. Alors tout le monde s'était focalisé sur « ne veut pas revenir », mais en fait, le sujet important, c'est comme avant. Et c'est quoi qui pêchait avant? Mais en fait, le problème, c'est quand vous êtes en télétravail, par exemple. D'abord, première chose, le télétravail, ça ne concerne qu'au maximum que 40% des salariés. Donc il ne faut pas penser que grand maximum, oui. Exactement. Oui. La société du travail, c'est le télétravail. Non, c'est une partie seulement. La deuxième chose, c'est que quand ils sont en télétravail, ils ont une forme de liberté d'organisation, d'autonomie. Si ils reviennent dans leur entreprise les jours où ils sont physiquement là, et que c'est strictement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de liberté d'organisation du travail, ils n'ont pas d'autonomie,
On a retrouvé le modèle très présentéiste, très management hiérarchique. Vous avez une espèce de distorsion dans la semaine, en fait. Et les gens, assez rapidement, se disent, en fait, c'est plus sympa quand je suis chez moi que quand je suis au bureau. Donc, ils reviennent plus difficilement. Aujourd'hui, les gens sont en train de revenir. On voit que ça monte doucement. Alors, je pense que la proximité des vacances d'été ne facilite pas l'affaire, comme on l'a connu l'an dernier, d'ailleurs. Et le Alors, en désir septembre. d'être en extérieur aussi, puisqu'on a été Oui, confinés c'est ça, exactement. C'est sûr pendant un certain que temps. au mois de février, vous êtes moins motivé à aller prendre un café dehors. Donc le sujet, il est plutôt là, c'est que les gens reviennent et s'attendent à trouver une entreprise différente, tout en retrouvant ce qui leur plaisait dans l'entreprise avant. Donc c'est quand même un défi assez compliqué. Et puis modifier une organisation physique ou managériale ou d'organisation d'entreprise, ça ne se fait pas en 48 heures, quoi. C'est un peu plus compliqué que ça. Parce que là, les entreprises sont en train de penser à ce qu'on appelle en jargon de consultant le new normal, c'est-à-dire qu'on retrouve une vie normale. Donc on n'a plus la Covid, on n'a plus les protocoles, on peut mettre autant de gens qu'on veut dans les... Voilà, on verra. Excusez-moi, moi je dois être un petit peu... C'est quoi une vie normale? La vie d'avant. Ah, Vous c'est pouvez entrer ça, et la sortir. normalité, c'est la vie d'avant? Non, mais vous pouvez entrer et sortir quand vous voulez, vous n'avez pas besoin de mettre de masque, vous avez... voilà, c'est la vie de tous les jours quoi, qu'on a connue. C'est pas le management d'avant, c'est la vie sans les contraintes qu'on fait peser sur les citoyens, les individus et donc les salariés. La crise Covid, parce que la particularité de cette crise par rapport aux autres, notamment celle de 2008, c'est qu'elle a touché les gens très individuellement, en fait, très personnellement. La crise de 2008, vous avez une banque qui a explosé aux États-Unis et qui vous a créé des chômeurs un peu partout dans le monde. OK, mais les gens, à la limite, ils sont bons. Et puis en plus, vous n'étiez pas touché pareil selon que vous étiez riche ou pauvre en 2008. Là, la Covid, vous touchez pareil que vous soyez riche ou pauvre. Hein. Pas Donc, tout à fait, puisque si on est riche, qu'on a une grande maison, avec oui, mais un la bon partie espace maladie, de moi, bureau, je parle de la partie maladie. Alors là, vous avez raison, c'est qu'effectivement, il y a une grande inéquité quand même dans cette avec le crise-là. télétravail a généré une révélation, mais si tant est que c'était une révélation, des inégalités sociales qui, pour partie, peuvent être compensées, mais qu'on doit traiter dans les entreprises. Parce que c'est évident que, de même que j'indiquais tout à l'heure qu'au grand maximum, on est à 40% de télétravailleurs, ça veut dire qu'on a 60% de gens qui ne le sont pas. Or, il ne faudrait pas voir réapparaître des cols blancs et des cols bleus. Je vous donne un exemple, parce que c'est un sujet d'immobilier. Imaginez que vous refaites votre siège social avec des trucs très sympas, collaboratifs, des canapés, des baby-foot, enfin tout ce que vous voulez, mais votre usine, vous n'y touchez pas. Comment est-ce que les gens dans les usines vont réagir? Ils vont dire, attendez, en fait, non seulement eux, ils ne prennent pas leur ERC tous les matins, ou les bouchons lyonnais, ou les bouchons nantais ou bordelais, mais en plus, ils ont déjà, ils sont au siège, donc ils avaient déjà des conditions de boulot plus sympas. Donc c'est cette espèce de distorsion auquel il va falloir veiller pour ne pas créer dans les entreprises un sentiment d'inéquité générale, parce que ça, c'est dévastateur dans n'importe quelle entreprise, l'inéquité. Donc voilà, donc c'est sûr que c'est une période qui est très intéressante, mais assez complexe. Où les choses sont à reconstruire, repenser, en tout cas réinventer. Oui, faire évoluer en tout cas. Faire évoluer. Suzanne Rousseau, donc 15 000 collaborateurs chez Orange, dont 20 à 30% qui télétravaillent en temps normal. Comment vous voyez le futur dans cette réinvention du travail, avec ou sans la présence des salariés sur place? Alors, historiquement, c'est vrai que chez Orange, il y avait déjà une habitude de télétravail avant la pandémie. Mais comme je disais, c'était 20 à 30% des salariés. Et c'est vrai que la pandémie, Orange a réussi à mettre 80% de ses salariés en télétravail, avec des moyens effectivement informatiques et télécoms qui ont vraiment boosté l'usage. Et depuis, en fait, on a vraiment travaillé aussi sur le collectif managérial, le fonctionnement à distance. Et c'est vrai que ce fonctionnement à distance, on a réussi à prouver là, maintenant, pendant un an, qu'il y a plein de choses qui marchent. Mais il manque quand même quelque chose. Il manque finalement ce collectif qu'il faut continuer à bien garder. Et aujourd'hui, donc du coup, dans la politique dans laquelle, au stade où on en est, on veut réaffirmer le bureau comme un lieu collectif où les gens ont vocation à se retrouver pour créer ce lien social. Donc on réaffirme clairement les bureaux. Donc il est hors de question de partir sur un système tout azimut de suppression des bureaux. Voilà. Donc c'est vraiment le lien collectif. Toutefois, c'est vrai qu'aujourd'hui, par petites touches, c'est aussi de continuer de se dire qu'il y a quand même des bénéfices de ce télétravail, de ce travail à distance. Et on croit beaucoup à un système hybride,
un système à la fois physique, nomade, parce que finalement, grâce aux outils, et notamment à tous ces outils qu'Orange met à disposition de ses collaborateurs, mais aussi de ses clients, on peut travailler n'importe où. Et je pense que c'est... les outils, c'est quoi? Un ordinateur, un téléphone, c'est l'ordinateur, l'équipement pour le bureau. Voilà, le smartphone. Enfin, vous avez de plus en plus accès à fonctionner de façon dans de bonnes conditions, et notamment pour travailler de façon collective, avec des fichiers partagés et X solutions. Et effectivement, aussi les visios rapprochent. Et donc l'idée, c'est de mixer, je dirais, le présentiel et le distanciel le plus subtilement possible, avec probablement des évolutions très fortes de la façon de manager, et continuer à accompagner en fait l'ensemble du dispositif. Et du coup, l'espace a un rôle à jouer. Et c'est en ce sens que les directions immobilières doivent aussi changer peut-être leur regard et d'être vraiment dans l'accompagnement managérial pour que l'espace devienne quelque chose qui soit encore plus positif dans la création du collectif des équipes. Alors concrètement, ça pourrait donner, c'est ce que vous évoquiez au téléphone lorsqu'on a préparé cette conférence, ça pourrait donner des bureaux partagés, c'est-à-dire que le bureau de monsieur ou madame X, quand il n'est pas là, ça devient le bureau de monsieur ou madame Y, dépersonnalisant ainsi l'espace à proprement parler personnel de travail pour l'offrir globalement aux besoins, en fait, le jour J. Ouais, alors c'est vrai que, mais c'était une réflexion qu'on avait déjà avant la pandémie, côté Orange, c'était de se dire de toute manière, le taux d'occupation d'un bureau physique, il avoisine à peu près les 50% de temps, puisque entre les congés, les réunions, les voyages des uns et des autres, du coup, la position de travail, elle est pas du tout occupée de façon totale. Et donc, l'idée aujourd'hui, nous, dans nos aménagements, et donc depuis déjà 5 à 7 ans, on travaille avec les différents métiers pour analyser la façon dont ils travaillent. Et effectivement, on est arrivé de plus en plus à des espaces dits partagés. Et c'est pour mettre des mètres carrés à disposition justement de plus de collectifs. Et notamment permettre, au-delà d'avoir des positions de travail, surtout d'avoir des espaces de réunion, de petites bulles, et des espaces de convivialité qui sont de plus en plus grands, des espaces cafés tout simplement, des espaces où les gens se rencontrent. Et c'est vrai qu'on a une tendance, déjà depuis quelques années, à mettre de plus en plus de mètres carrés là-dedans, dans ces espaces dits collectifs. Et je crois que c'est une tendance qui indéniablement va s'accélérer. Et aujourd'hui, ce qu'on voit poindre, c'est que on va encore, je dirais, faire évoluer nos aménagements pour créer encore plus d'espaces collectifs, plus d'espaces de rencontres, de façon à ce que les personnes reviennent au bureau, non pas pour faire une production individuelle derrière leur ordinateur, mais dans un espace pour se retrouver et pour créer ce lien social. Et c'est en ce sens que le bureau, il va certainement changer de forme, de visage, mais il doit rester là physiquement comme un soutien au management. Très bien. Alexia, vous êtes avec nous? Tout à fait. Oui. Comment est-ce qu'on fait vivre une équipe et qu'on apporte le bien-être au travail à travers la culture de l'entreprise en mode hybride, puisque c'est évoqué par vous sur le plateau, mais aussi par d'autres participants à des précédentes conférences. On a l'impression que c'est un petit peu le leitmotiv du changement. Est-ce que vous avez des éléments? Effectivement, oui, tout à fait. Alors, dans hybride, en fait, comme le disait très justement Suzanne, il y a le mélange du présentiel et du distanciel. Déjà, si on s'occupe donc des équipes qui restent à distance, puisque même si ce sont des bureaux partagés, je vais avoir peut-être dans une même réunion des équipes qui ne se voient pas, des équipes qui sont à distance ou d'autres en présentiel. Et tout d'abord, il y a un vrai besoin de former en fait les managers à ce management distanciel, même si on est dans l'hybride, puisqu'en fait, on s'est rendu compte, grâce en fait à tous nos utilisateurs managers qui sont connectés dans l'application de la WeBox, qui partagent leurs bonnes pratiques, leurs doutes, leurs petites victoires, on a constaté qu'en fait, ils ont cherché comme ils pouvaient toutes les techniques pour maintenir le collectif à distance. Ils ont un peu bricolé et maintenant, donc, ils sont fatigués et on a besoin effectivement de professionnaliser cette approche de ce management à distance, notamment vis-à-vis des plus jeunes, les plus jeunes qu'il faut former, qu'il faut soutenir. On a vu que certains avaient perdu la notion de leurs objectifs, quel est le sens de mon travail quand je suis à distance. Et c'est vrai que le cœur du sujet, c'est comment est-ce qu'on maintient l'esprit d'équipe et la culture de l'équipe à distance. Là, on a gagné 10 années d'agilité, de nouvelles façons de travailler, mais le cœur du sujet, c'est vraiment le lien. Alors, il y a au même temps, donc hybride, donc il y a manager ceux qui sont à distance, ou en tous les cas dans une réunion, et puis il y a aussi finalement que faire
Pourquoi revenir au bureau? Et c'est là que l'animation de l'équipe prend tout son sens. Parce qu'en fait, pourquoi revenir? L'idée n'est pas forcément de moins revenir, mais surtout de faire des choses ensemble. C'est le but premier d'une entreprise, c'est de faire des choses ensemble. Et on le voit même au sein d'une cellule familiale. Voilà, on est une famille, on habite ensemble, on se voit. C'est vrai que c'est la limite du virtuel. Alors, quand on va de nouveau être au bureau, on va nourrir cette culture d'équipe avec tout ce qui fait les interactions, la richesse des interactions. C'est voilà, la chasse au talent se poursuit, on va continuer à échanger, on va mettre plus de profondeur, on va mettre plus de non-verbal, on va pouvoir déjeuner ensemble, on va pouvoir avoir du small talking, on va pouvoir brainstormer ensemble, on va pouvoir travailler sur de la résolution de problèmes complexes, innover. Et en fait, c'est tout ça qu'on va pouvoir faire au bureau. Et la clé, en fait, pour faire vivre une culture d'entreprise hybride entre ces deux mondes, ben, c'est d'accompagner cette transformation en se disant, mais au fait, dans mon équipe, qu'est-ce que je veux véhiculer? Voilà, il n'y a pas une magic sauce unique pour tout le monde. Qu'est-ce que je veux véhiculer dans mon équipe? Si on est plutôt axé sur l'innovation, on veut que la culture soit vraiment autour de l'innovation. D'autres vont vouloir que leur culture d'équipe soit plutôt fun. D'autres vont peut-être vouloir une culture d'équipe autour de la convivialité et des moments simples. Et en fait, ce que j'invite tout un chacun, et moi je le fais, cet exercice, c'est chercher finalement, c'est un exercice qui m'a été confié par un partenaire, l'agence Calapa, s'il y avait un objet qui synthétisait ma culture d'équipe, qu'elle soit en présentiel ou à distance, finalement, quel serait-il? Quel serait-il? Alors, par exemple, pour nous, au sein de la WeBox, on est une start-up digitale, on est vraiment dans l'innovation frugale. Et donc, notre objet, c'est le plongeoir. C'est-à-dire qu'on veut tous les jours, en fait, on plonge dans de nouvelles idées, on va se jeter à l'eau. Voilà. Et donc, définissez votre objet qui définit votre équipe. Et ensuite, vous allez trouver beaucoup plus facilement comment faire vivre cet objet, ce symbole, avec à la fois des collaborateurs à distance et d'autres en présentiel. Si je prends l'exemple du plongeoir, eh bien, on va animer des réunions de créativité, on va autoriser l'expérimentation d'idées nouvelles, alors que si je prends quelqu'un qui veut une ambiance fun, une culture d'équipe fun, je vois que certains ont partagé, bien sûr, des blagues, des choses comme ça, mais on peut animer des réunions déguisées, voilà. Certains vont faire vivre leur culture autour de la gastronomie, je prends ce dernier exemple, et partagent des WhatsApp de recettes de cuisine, et puis il y en a d'autres qui vont apporter des gâteaux, etc. Donc c'est important, voilà, de définir ce qui fait la culture d'équipe, et ensuite les idées viennent plus simplement, et c'est le but aussi de ce livre sur ces règles d'or pour collaborer à distance, c'est de se dire, finalement, on a besoin aussi d'une boîte à outils pour pouvoir savoir voilà, s'inspirer d'idées d'autres personnes qui sont dans cette quête et ont trouvé des façons de le faire. Alors définir l'équipe, c'est d'abord savoir quelle est sa place en tant qu'individu. Est-ce que le télétravail, en ceci qu'il change les pratiques, notamment en termes d'horaire de travail, etc., de place géographique, peut permettre à chacun de mieux définir sa place à travers les tâches qu'on a à faire plutôt que l'énoncé d'un poste, finalement? Est-ce qu'on ne s'arrête pas plus désormais pour réfléchir à cette question-là, pour mieux donner un nouveau cadre à cette ère post-Covid? Je ne sais pas ça, parce que, vous savez, souvent on pose la question, est-ce qu'il faut aimer son travail? Est-ce qu'il y a toujours me paraît une question un peu bizarre? Vous aimez votre travail, vous? Non, je l'aime, puisque, enfin, je l'aime, oui. Mais c'est pas la bonne question. La question, c'est, est-ce que je suis utile là où je suis? Est-ce que j'ai le sentiment que je ne suis pas remplaçable, en fait? Je ne suis pas interchangeable. Ça vient de là, en fait. Les gens quand vous regardez les enquêtes, les études qui montrent les gens qui se démotivent ou désengagent, ça vient de là. C'est pas une histoire d'aimer ou pas d'aimer, c'est pas la question. C'est de valorisation. Non, c'est même pas de valorisation. Reconnaissance. C'est je suis un élément de la chaîne de valeur, et que si on retire cet élément, la chaîne de valeur perd. Autrement dit, j'ai de la valeur. Voilà. Donc, le télétravail, je ne sais pas s'il influe là-dessus. Il y a un truc qui est certain, c'est qu'on a vu que l'extension du télétravail provenait de l'extension du nombre de métiers ayant accès au télétravail, et non pas du nombre de jours. Alors que tout le monde pensait que ça développait le nombre de jours, pas du tout. Parce qu'on a revu les métiers au regard des tâches à effectuer, effectivement, en les répartissant entre qu'est-ce que je ne peux pas faire seul et qu'est-ce que je peux faire seul. Et à ce moment-là, effectivement, le travail d'équipe, ce n'est pas une espèce d'obligation comme quand vous venez au bureau tous les jours,
c'est un travail d'équipe qui se fait parce qu'il doit se faire. Cette tâche-là ne peut pas s'effectuer sans un travail d'équipe. Donc ça donne du sens à l'équipe. Je ne sais pas si c'est une culture d'équipe, parce que je crois surtout aux cultures d'entreprise, moi. Et je pense que les cultures d'entreprise, elles viennent de l'interaction entre les gens. On a appris à construire des cultures d'entreprise par l'interaction physique, présentielle. Il va falloir voir comment cette culture d'équipe va survivre à l'hybridation, parce que même selon les entreprises, vous avez des entreprises qui sont très habituées à animer des réunions hybrides, et puis vous avez des entreprises, c'est une catastrophe absolue. Et quand vous, pas de leur fête, parce que ça s'apprend quand même ce truc-là. Quand vous êtes dans une réunion, il y a la moitié des gens présents, la moitié des gens physiques, il y a 2 réunions. Il y a la réunion générale et puis il y a la réunion de ceux qui sont là. Après, en plus, vous avez les réunions que personne ne voit pas, c'est-à-dire les SMS et les WhatsApp qui passent pendant la réunion. C'est une 3e réunion. Et comment on fait alors? En fait, le sujet, c'est un peu l'un des avantages qu'on a vu d'ailleurs au télétravail, massif de ces quelques derniers mois. C'est qu'en fait, quand vous interrogez les gens, ils vous disent « mais c'était mieux parce que les réunions étaient cadrées, elles démarraient à 1h, elles finissaient à 1h donnée, il n'y avait pas trop de trucs autour, on ne perdait pas trop de temps ». Ça, c'était la première phase où on trouvait ça bien. Deuxième phase, on regrettait de ne pas perdre de temps. Parce que ce que vient d'évoquer Alexia, ou ce que vous avez évoqué vous aussi, c'est-à-dire ce que j'appelle les moments inutiles de management. C'est-à-dire que, enfin, sincèrement, moi, ça fait quelques années que je bosse, j'ai résolu beaucoup plus de problèmes à la machine à café que dans les salles de réunion. Donc cette espèce de vie ensemble, à distance, c'est un peu plus compliqué. Parce que c'est votre type, c'est votre caractère d'aimer vous rendre à la machine à café, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Alors ça, c'est un autre point. C'est qu'effectivement, vous avez des gens qui sont pas très bons dans les phases de télétravail, parce qu'en fait, ce sont des gens qui ne s'auto-allument pas. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un management proche, d'un environnement de collègues pour s'auto-allumer, quoi. Vous avez des gens qui s'auto-allument tout seuls. Donc, tant mieux pour eux. Donc, c'est tout ça. C'est pas simplement présence-distance, c'est que chacun réagit à sa manière dans ce type d'organisation. En revanche, les réunions hybrides, souvent, elles permettent quand même à des gens qui s'expriment peu, en fait, de s'exprimer. Parce qu'ils sont derrière leur écran, donc ils sont plus à l'aise que... par contre, ça a un défaut, c'est que tout ce qu'on appelle le body language a disparu. C'est-à-dire quand vous menez une négociation sociale à distance, c'est pas du tout le même exercice que quand vous l'amenez en physique. Parce qu'en physique, vous repérez, vous êtes avec un peu de bouteille, vous arrivez à repérer assez vite quand le truc va partir du mauvais côté. Vous sentez, vous avez les body language des gens, là, vous n'avez rien du tout. Et en plus, vous ne savez pas ce qu'ils se disent entre eux. Enfin, c'est une autre, je trouve ça très intéressant. Et c'est d'ailleurs parce que vous ignorez tout un tas de choses de ce qui se passe dans les réunions hybrides, entre ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne sont pas là entre eux, enfin bon, qu'on colle beaucoup au télétravail le terme de confiance, en fait, parce que vous n'avez pas d'autre choix possible. Ben oui. Alors que quand les gens sont là, quand des managers un peu chefs ou des managers soleil, là, ils aiment bien diriger leur petit monde, évidemment, ceux-là, ils se sont retrouvés totalement perdus quand ils se sont retrouvés en hybride et ils sont devenus moins bons. Après, le dernier point, c'est la qualité ou la productivité. On sait que le télétravail ne dégrade pas la productivité individuelle, mais dégrade la productivité collective. C'est ça l'enjeu, en fait. C'est réussir à faire travailler les gens ensemble. Quand je dis que ça ne dégrade pas la productivité individuelle, c'est que je vois un des chefs d'entreprise avec qui je discutais qui me disait « oui, mais en fait, un tel, un travail, il ne fout rien ». Je dis « mais je pense qu'il ne faisait rien déjà au bureau ». C'est dans ça que ça règle les choses. Seulement, au bureau, vous avez travaillé, vous savez comment ça se passe. Vous avez des gens qui sont des espèces de professionnels qui consistent à vous faire croire qu'ils bossent. Enfin, ils ne bossent pas. Évidemment, quand ils sont chez eux, ça se voit tout de suite. Heureusement, ce n'est pas la majorité. Mais en revanche, ceux qui bossent au bureau, ils bossent chez eux. Ce n'est pas tellement différent. En fait, ça met en exergue la complexité, c'est le fonctionnement de l'équipe. C'est ce que dit Alexia, à juste titre. C'est la seule grande complexité. Parce qu'a priori, les gens travaillent plutôt chez eux. Ils ont plutôt un sens de la responsabilité. La seule petite différence, c'est qu'ils demandent, et ils obtiennent, une sorte de liberté dans leur organisation. Et donc ça, c'est un autre problème, parce que ça va décaler les horaires, ça va faire des choses un peu complexes. Et là, vous avez des managers qui sont un peu perdus quand ils appellent à 16h30 tel collaborateur, et bam, c'était la sortie de l'école, donc il est allé chercher les enfants, et donc voilà. Après tout, pourquoi pas, si son travail est fait. Et donc certains disent, attention, le développement trop excessif du télétravail irait reconcentrer l'évaluation sur la seule performance, un peu à l'américaine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, pour finir là-dessus, pendant la crise, Unilever avait annoncé passer à 4 jours, semaine de 4 jours, en Nouvelle-Zélande, en disant, si ça marche, on l'étendra dans le monde entier. Alors, évidemment, un certain nombre de tenants de la semaine de 32 heures dans le champ syndical et politique français étaient debout de joie sur la table. Ils avaient mal lu le projet d'Unilever, en disant, parce que nous n'évaluerons les gens que sur le résultat.
Autrement dit, tout ce qui fait un peu la différence du management à l'européenne, c'est-à-dire la prise en compte des conditions dans lesquelles le résultat est obtenu, la prise en compte du bien-être du collaborateur, etc., aura totalement disparu. Donc je ne suis pas sûr qu'on y aura gagné. Donc c'est pour ça que le développement du télétravail et de l'hybridation, c'est un sujet en fait d'une incroyable complexité parce que ça va devenir une alternative au travail normal. Alors après, il y a plein d'autres sujets. On peut aller de toute façon jusqu'à aussi peut-être changer le contrat de travail. On en parlait ce matin un petit peu avec... enfin, en tout cas, il y a fort à parier que le code du travail soit modifié à un moment donné. Ça, je ne suis pas député, mais je crains malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, que le code du travail devra être modifié sur un certain nombre de points. De même que la question du temps de travail. Parce que la question du temps de travail, quand vous êtes chez vous 3 jours par semaine, ça ne veut pas dire grand-chose de pointer. Voilà. Et le calcul du travail à la semaine. Mais le problème, c'est politique. C'est que ça fait un siècle qu'on calcule le progrès social par la réduction de la semaine hebdomadaire de travail. Donc si d'un coup vous enlevez le critère, ça va devenir compliqué. Donc, je ne sais pas si on va aller vers ça. Il y a des réflexions qui sont menées à droite à gauche sur ce sujet. En tout cas, il y a une réalité. Dire que quelqu'un fait 35 heures quand il fait 3 jours par semaine chez lui, c'est une absurdité. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas le vérifier, oui. Et puis même, il peut le faire de 6 à 10 heures du matin ou de 19 à 23 heures. Personne n'en saura jamais rien. Alors justement, Alexia, vous qui avez des retours d'expérience de manager et d'ensemble de managers, sur ces questions-là d'horaires décalés et autres, est-ce que vous avez des retours d'expérience à nous faire partager ? Oui, alors dans le cadre des travaux menés pour enrichir les contenus de l'application de la WeBox, moi j'ai interviewé pas mal de sociétés qui ont une organisation flat, un management responsabilisant, l'holacratie, les sociétés agiles. Et en fait, on voit que la difficulté qu'ont connue les managers, c'est que pour beaucoup, ils ont été formés dans un système un petit peu à l'ancienne, où effectivement on manageait par la présence. Et en fait, ça a tout fait voler en éclats, puisque les managers n'avaient plus, vous savez, certains avaient du panache en entrant en réunion, voilà, ils n'avaient plus ce panache, ils n'avaient plus la main mise. Donc, on voit bien que pour manager à distance, il y a une nouvelle forme de management qui est nécessaire et qui est effectivement de manager par les KPI, de manager par la responsabilité sur des objectifs. Et donc là, il y a tout un tas de pratiques et c'est là où je trouve qu'il ne faut pas non plus mettre trop la pression sur les entreprises pour qu'au 9 juin qui est passé ou au 1er septembre, tout soit le new normal et effectivement, c'est-à-dire au retour à l'entreprise. Oui, ou tout d'un coup qu'il y ait une révolution dans la façon de manager, etc. Parce que finalement, il faut se mettre à la place des managers qui ont besoin d'acquérir ces méthodes, peut-être de revoir la façon dont les objectifs sont fixés, mais peut-être que tout ne dépend pas d'eux, puisqu'effectivement, aller vers ce management par la confiance, ça passe par le fait d'avoir des objectifs à court terme pour son équipe, où chacun sait exactement à quoi il sert, et via un tableau de bord partagé par l'équipe, de pouvoir s'assurer que chacun avance. Et ça, c'est assez puissant parce que déjà, vis-à-vis du collaborateur, il sait exactement à quoi il sert. Il est autonome pour réaliser sa mission et apporter ses résultats. Mais également, au sein de l'équipe, en fait, chacun voit exactement à quoi sert tout le monde et ça permet d'apaiser les relations entre tous les membres de l'équipe en se disant on contribue tous à une forme de résultat. Et ça, c'est vrai que pour en arriver là, ça nécessite une forme de maturité quand même assez forte, peut-être un accompagnement. Ça ne se décide pas effectivement du jour au lendemain dans des sociétés où le management était, moi je dis souvent un peu à la papy, très à l'ancienne. Voilà, exactement. Donc c'est cette transition vers le changement culturel des managers et c'est aussi toutes les sociétés qu'on accompagne en ce moment vont de toute façon, on le sentait venir, mais là on a pris 10 ans en termes de rapidité, c'est effectivement former ces managers à comment est-ce qu'on génère de la confiance, de l'autonomie. Il n'y a pas de secret, c'est en manageant par les résultats et en manageant aussi par des objectifs à court terme parce que un petit peu comme la maison qu'on va retaper soi-même, c'est important quand on est à distance de pouvoir constater les résultats de son travail, le fruit de son travail. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ça, c'est vraiment la transformation managériale qu'on vit, mais qui va quasiment, qui a démarré, mais qui en est vraiment à son début. Et ça nécessite une transformation des entreprises. Je voudrais juste revenir sur une autre difficulté aussi qu'ont les managers en mode hybride, parce que si l'enjeu est de diminuer les mètres carrés, moi je dis juste attention, il faut conserver des mètres carrés pour
notamment faire face à la difficulté de gérer l'incertitude à distance. En fait, c'est vraiment un fil rouge. Tout le monde a fait face à cette crainte, bien sûr par rapport à la maladie, mais là, je veux dire l'incertitude professionnelle. C'est-à-dire que à force d'être à distance, on ne sait plus où en sont les concurrents, on ne sait plus où en sont les collègues. Et finalement, il y a un gros risque, si on ne revient pas beaucoup au bureau, de frein de l'innovation à l'échelle même de la France, puisque le travers quand on est à distance, c'est que par confort, pour justement, comme on a un peu peur de l'incertitude, on va se créer des routines et finalement, on va continuer à faire ce qu'on s'est déjà fait. Et c'est aussi pour ça qu'il faut revenir au bureau, un petit peu, en fait, c'est pour faire face à cette incertitude tous ensemble et continuer à développer des nouvelles façons de faire, des nouveaux produits. Et c'est aussi ça, le deuxième enjeu des managers, c'est de ne pas tomber dans ce travers, dans ce risque de routine avec leurs équipes. Puisqu'on a un DRH sur ce plateau, on peut poser la question de savoir si le bien-être du collaborateur va forcément de pair avec le bien-être du manager ou l'inverse. Voilà, est-ce que c'est un vœu pieux? On sait les difficultés à manager aujourd'hui, le blues des DRH, on a beaucoup parlé. Est-ce que cette nouvelle ère est une opportunité ou au contraire une difficulté de plus dans la mare des dirigeants? Déjà, il ne faut pas perdre de vue qu'à part le DG, tout le monde est manager de quelqu'un ou managé par quelqu'un. Donc, vous voulez dire il y a un N+1, il y a plein de N+1? Oui, mais ça tend aussi à se diminuer. Vous avez tout, enfin, un manager, il a un manager et un collaborateur, un manager. Donc je pense qu'il ne faut pas différencier ces deux populations. Le bien-être au travail ou le plaisir de venir bosser, etc., ça concerne tous les collaborateurs. Ce n'est pas que les managers ou pas que les collaborateurs, il n'y en a pas qui sont responsables plus que d'autres. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, on sait, mais depuis des années, on n'a pas attendu la crise pour l'apprendre, que quand vous étudiez, vous faites une étude statistique sur les raisons pour lesquelles les gens démissionnent, la première raison qui sort, c'est la relation directe avec son manager direct. C'est la première, à 80%. Parce que c'est celle-là qui va enclencher un sentiment de satisfaction, du coup on dit qu'on est mal payé, puis du coup on s'en va. Mais en fait, la vraie raison, elle est là. Donc c'est vrai que la relation interpersonnelle de base, ça constitue, de mon point de vue, l'un des éléments centraux du bien-être au travail. C'est le bon début. Vous savez, un des papes du management, qui s'appelle Peter Drucker, expliquait que le management, c'est donner envie à chacun de revenir le lendemain matin. C'est exactement ça. Donc je crois que maintenant, avec l'hybridation, ou avec les nouvelles formes d'immobilier, etc., la complexité vient du fait qu'on n'a plus le... Vous savez, le contrat de travail, il repose sur un lieu, c'est une tragédie en fait, c'est lieu, le temps et l'action. Avec la Covid et le développement de l'hybridation, le lieu, il est disparu, le temps, il est disparu. Il ne disparaît pas, nous dit Madame Rougeau, mais il quand se je dis transforme. le lieu, c'est plus monolieu, quoi. Vous avez plus monolieu. Le boulot et je reviens. Et il reste l'action. Donc c'est bien le sens de l'action, le sens de la stratégie, le sens du travail, l'attention aux autres, le fait de faire confiance qui va générer la motivation ou générer la fidélisation. Les deux autres deviennent moins importants qu'ils ne l'étaient et dans certains cas plus importants du tout. C'est ça qui est compliqué. Et pour finir là-dessus, tout le monde a été admiratif, moi le premier, de la vitesse à laquelle en 48 heures, les entreprises se sont retournées le 16 mars 2020. Elles ont donc montré une agilité, enfin les gens qui les composaient ont montré une agilité extraordinaire, que d'ailleurs personne ne soupçonnait, mais sous l'effet de la peur, de la contrainte, de tout ce que vous voulez. Le sujet, ça va être de faire pareil sous l'effet du sens et de la stratégie. De la volonté. Et pour clore sur le pacte immobilier, parce que c'est madame qui est beaucoup plus experte que moi, si la configuration physique des locaux n'est pas le reflet du modèle de management et de la manière dont on veut que les gens travaillent ensemble, alors ça ne marchera pas. C'est pour ça que la question de l'optimisation des mètres carrés vient en dernier, vient comme une conséquence et non comme une cause. Le vrai sujet, c'est en quoi j'ai une cohérence entre le management que je veux, le sens que je donne, les conditions dans lesquelles les gens travaillent, le modèle social dans lequel je suis. Et cette espèce de cohérence générale, c'est ça qui crée la culture d'entreprise. C'est pas hybride, pas hybride, gentil, pas gentil, bienveillant, malveillant, c'est pas le sujet.
c'est la cohérence d'un certain nombre de choses dont les locaux de bureau font clairement partie, hybrides ou pas hybrides. Ou pas hybride. Alors Suzanne Rousseau, pour ça, il faut observer individuellement chaque entreprise, parce que personne n'a le même ADN, personne n'a le même... Pour créer de la cohérence, ça nécessite un regard lucide et accru sur le particulier. Comment est-ce que vous faites Surtout avec 15 000 collaborateurs, enfin, c'est pas une paille à gérer. Ouais. Je crois qu'effectivement, il y a beaucoup d'analyses des fonctionnements de chacun des métiers. Chacun des métiers ont leur propre... et donc, il faut vraiment regarder leur interaction. Et puis, finalement, la philosophie, c'est de se dire, plus que manager le travail à distance, demain, notre enjeu, c'est manager le collectif, manager l'informel. Et du coup, le lieu devient... Alors, il ne disparaît pas parce que... nous, on croit profondément qu'il va y avoir le lieu principal de reconnaissance de l'entreprise et qui porte l'image, l'étendard, enfin, le vaisseau amiral de l'entreprise, il est quelque part. Et il y en a peut-être plusieurs, un par région, des choses comme ça, ou dans des grandes villes. Et par contre, et donc vous voulez dire, pour être très concret et très clair, que vous pourriez imaginer créer un espace commun à des tas qui remplacerait plusieurs espaces. En fait, diffus sur le territoire. On pense que quelque part, il faut qu'il y ait une sorte de reconnaissance sur un site donné, que c'est vraiment le site, alors pour notre entreprise, le site Orange, où les gens se retrouvent massivement pour créer cette reconnaissance d'image, cette attirance aussi des talents, enfin moi, il y a toute une chose, et donc créer aussi ce lien de collectif pour qu'on ait envie de venir sur place, et on va venir sur place pour faire des réunions, de la formation, X activités en collectif. Et puis après, vous pouvez imaginer... bien sûr, du travail alors à distance de partout, là, donc chacun, entre guillemets, vole de chez lui ou ailleurs. Et actuellement, on est en train de réfléchir à des espaces de proximité où plusieurs métiers pourraient se retrouver, pas avec un management direct, parce qu'effectivement, vous seriez en télétravail à distance de votre site principal. Et par contre, vous pourriez avoir d'autres espaces, un autre service que de rester à domicile. Ce serait en complémentarité. Un coworking ou un tiers-lieu. Voilà, un tiers-lieu que vous mettez à disposition. Mais interne de l'entreprise, en fait. D'accord. Pas forcément, et mélanger différents métiers. Et parce qu'effectivement, notre souci, c'est de réussir à allier ce bien-être du collaborateur, de son équipe, et de créer des espaces physiques où je pense que cette histoire de reflet de management de ce que l'on veut être doit être perçue par l'ensemble des salariés. Et je reprenais qu'effectivement... notre gros enjeu, c'est d'aider les managers à retrouver des repères pour travailler cet informel, travailler toutes ces choses qu'ils ne captent pas à travers le distanciel et ce qui leur échappe en fait dans le pur distanciel. Et donc, il leur faut des espaces pour ça. Pour mieux se connecter. Oui, pour mieux se connecter à l'autre et mieux ce que j'appelle manager le collectif. Oui, mais c'est pour ça que d'ailleurs que les qualités managériales dont on disait depuis des années qu'elles devaient développer ce qu'on appelle les soft skills, etc., là, on s'est rendu compte pendant la période qu'effectivement, comme vous venez de le dire, c'est la clé de la base. Ah ouais. C'est-à-dire que si le manager il ne sait pas ressentir les signaux faibles, le truc, il ne va pas y arriver, quoi. Ouais. Quand les gens sont là, c'est assez facile, en fait. Ouais. Soit vous faites taire les mécontents avec un modèle très hiérarchique, soit vous... Donc, puis après, et sur les locaux de bureau, ce qui est intéressant, c'est que enfin, moi, j'ai vu des tonnes de boîtes qui annonçaient des managements collaboratifs, qui faisaient des bureaux. Alors, c'était les open space il y a 20 ans, après, c'était je sais pas quoi. Mais leur modèle de management, il n'était pas collaboratif du tout. Donc, vous aviez une espèce de distorsion entre la manière dont les gens s'installaient et puis la manière dont ils étaient managés, ce qui fait qu'à la fin, plus personne ne voyait rien. Et la question de aimer ou utiliser son travail, là, pour le coup, elle était réglée depuis longtemps. Donc, c'est ça qui était un peu compliqué parce que vous avez un phénomène générationnel, quand même. Ah, bien sûr. Dans beaucoup d'entreprises, dans certains secteurs, je ne citerai pas, mais dans beaucoup d'entreprises, les bureaux des dirigeants, c'est boucle d'or, quoi. Donc le chef, il a un grand bureau, le moyen chef, moyen bureau, petit chef, petit bureau. Tout ça, ça a disparu. C'est en train de disparaître. D'ailleurs, c'est en train, oui, ça n'a pas totalement disparu quand même. Bien sûr, vous avez des secteurs loin qui de sont là. très attachés à ça, mais la différence, c'est que la crise qu'on vient de vivre, les constats que peut faire la WeBox d'Alexia, ou ce que vous dites, etc., démontrent que vous allez avoir une pression de la société pour changer la société du travail, que ça plaise ou non aux entreprises. En revanche, cette pression de la société, ce n'est pas du tout télétravail, contrairement à ce qu'on nous a raconté. D'ailleurs, vous avez noté qu'aux États-Unis, les grandes boîtes qui avaient annoncé nous, pas en télétravail complet, c'est formidable à distance, elles ont vite changé d'avis. Tim Cook, patron d'Apple, quand même, il a dit c'est fini, vous revenez 3 jours, le mardi, le jeudi et le lundi, je crois. Obligatoire. Donc c'est pour ça que les choses sont en train de se réguler,
Peut-être qu'il y aura une réduction des mètres carrés. Il est certain que la configuration de bureau telle qu'on la connaît depuis le milieu du 19e siècle, c'est-à-dire que j'ai un bureau, je rentre dedans, je m'assois, je ressors, c'est en train de mourir doucement. Mais ça va être compliqué parce que vous savez que notamment en Europe de l'Ouest et en Europe du Sud, et en France donc, avoir un bureau seul, c'est un niveau de représentation sociale. Mais oui, bien sûr. Et donc, justement, il va falloir... ouais. Vous avez des très grandes entreprises dans la voiture, par exemple, qui ont mis en place des flex office. Mais ça, c'est un sujet d'exemplarité. À quel moment, ce qui est le cas, je crois, dans ce groupe, mais à quel moment le patron lui-même dit « mais moi, je n'ai pas de bureau. Comme j'applique le flex office à tout le monde, je n'ai pas de bureau. » Ça marche dans cette boîte, je le sais. Dans d'autres boîtes, c'est moins vrai quand même. Ils appliquent flex office pour tout le monde, sauf pour moi. Dans cette société où on voit apparaître, ça me vient comme ça, l'ubérisation, on en parle, hein, l'ubérisation du travail, l'ubérisation de la société. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre, mettant de côté les grands avantages qu'on a envie de pointer, hein, tous du doigt, parce que soyons positifs et que c'est génial, mais ça risque pas aussi de nous amener vers une ubérisation où on n'a plus d'outils de travail, dans le sens de bureau physique, de matériel, où chacun doit amener son propre, comme les indépendants, hein, moi je travaille comme ça, hein, c'est mon téléphone, personne ne me le fournit. Bon, est-ce qu'on ne va pas vers ça, ce qui pourrait perturber pas mal Il y a des gens qui vont aimer cette liberté, d'autres qui ne vont pas l'aimer, les entreprises... Si un jour on va vraiment vers ça, alors il n'y a plus d'entreprise. C'est ça le problème. Une entreprise, quand les gens ne sont pas là... Il peut y avoir travail sans entreprise. Existe moins bien quand même. Il peut y avoir travail sans entreprise. En fait, c'est la question que tout le monde se pose. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont sur des secteurs d'activité très porteurs, qui décident de ne pas être salariés. Parce que c'est vachement plus rentable de vendre ses prestations. Le problème, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que la société du travail en France, elle est totalement organisée autour du salariat et du CDI. Donc, de toute façon... Ah oui, parce que malgré tout... Donc c'est pour ça que, vous savez, c'est pas tellement seulement ou les entreprises, ou ceux qui les composent, il faut que tout le monde s'y mette. Les partenaires sociaux, le législateur... Sinon, vous aurez un décalage de plus en plus grand, comme on l'observe aujourd'hui dans le milieu politique, si j'ai bien suivi les élections de dimanche soir, un décalage de plus en plus grand entre la vraie vie que les gens vivent et puis le code du travail qui régit le travail. Ça, c'est un vrai sujet, alors ça va être long et compliqué. Ah oui, c'est clair. Ouais, on est bien d'accord. On peut terminer Alors moi, sur... je voudrais... Oui, j'aimerais juste rebondir. Alexia. Je suis désolée, je suis à distance, c'est moins facile, mais rebondir sur ce que disait. Je vous en prie, prenez la parole. Et Benoît sur la notion de mètre carré au service du collectif et de décalage. J'ai bien aimé ce terme, Benoît, d'éviter d'être en décalage avec la vraie vie des gens, parce qu'effectivement, donc les mètres carrés sont au service de la vie du collectif. Et sur ce mot, sur ce risque de décalage, je voudrais juste citer en fait dans notre application, on a en fait un chatbot de management. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que contrairement aux autres contenus que nous poussons de façon descendante, là, c'est les managers qui posent leurs questions au chatbot, qui sont des questions de management. Et en fait, c'est là où on se rend compte que les questions que posent les managers qui cherchent à être vraiment un animateur de tribu pour embarquer leur collectif vers les objectifs et la vie de l'entreprise, c'est pas du tout les phrases qu'on pourrait imaginer. En fait, ils sont vraiment centrés sur le best-of de toutes les questions qu'ils posent à notre chatbot. C'est comment je peux motiver, comment je peux donner envie, pourquoi un tel ne m'écoute pas, pourquoi mon chef ne m'écoute pas, comment je peux briser la classe, qu'est-ce que je dois dire, comment faire du feedback. Donc en fait, les vraies questions que se posent les managers, les vrais gens, eh bien, c'est vraiment savoir voilà, comment faire ensemble, comment vivre ensemble, et donc, moi, je ne crois pas du tout à l'efficacité de cette ubérisation du travail, notamment parce que si on ne fait pas ensemble, eh bien, il y a un risque de perte d'innovation et de perte d'audace, et donc de perte de compétitivité. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Merci Alexia de Bernardi, merci Suzanne Rouzot, merci Benoît Serre d'avoir participé à enrichir cette conférence. On se retrouve pour la prochaine. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.